Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bonjour Mélinda, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Je suis ravi de t'accueillir. Tu es hypno à Saint-Étienne. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Ce que je te propose, c'est que tu nous dises un petit peu peut-être d'où tu viens, ta vie avant l'hypnose, et puis ta vie dans l'hypnose, et ce que tu fais aujourd'hui de plus particulier. Ok, bah déjà merci à toi pour l'invitation, je suis très contente d'être là. Alors je vais essayer de faire quand même assez court. Ma vie avant l'hypnose, alors moi j'ai commencé par un cursus en psychologie. Je suis arrivée au master. Et alors, ça va déjà un peu, certainement amener un peu un sujet qui est assez important pour moi, qui est le sujet des angoisses, parce que j'étais moi-même très angoissée. Enfin, je souffrais même de phobie sociale à ce moment-là. Et en fait, arrivé en master, notamment master 1, j'ai été à l'apogée là, des angoisses. Impossible de faire les démarches pour trouver un stage. Donc là, j'ai dit, OK, il y a un gros problème, ça va pas. C'était pas pour rien que j'étais en psycho d'ailleurs, hein, c'était aussi pour faire un travail sur moi à ce moment-là. Sauf que je trouvais pas mal d'explications, mais pas forcément de solutions. Et c'est là que j'ai dit: «OK, là, je vais prendre un peu du temps pour moi, il faut que je travaille vraiment sur ça». Et l'hypnose était déjà un sujet qui était, plus, on va dire, un sujet passion. Je commençais Ça faisait déjà peut-être bien 5 6 ans que je regardais des vidéos, surtout en anglais parce qu'à l'époque, c'était il y a presque 15 ans maintenant. Ouais, oui, facile. Il y avait pas grand-chose en français. C'était assez limité et j'ai toujours eu un peu de facilité, moi, à comprendre l'anglais, donc j'ai tout de suite, découvert un autre monde à ce moment-là et j'ai dit: «Ah ouais, OK, donc l'hypnose, ça s'apprend, voilà, c'est des techniques, tout le monde peut le faire». Mais j'avais pas encore, compris que je pouvais en faire un métier, en fait. C'était plus ça: «OK, c'est super intéressant» et je sentais qu'il y avait un truc avec ça qui pouvait, m'aider personnellement. Donc bah, voilà, arrivée là en master 1 où ça allait vraiment pas, j'ai dit: «OK, bah, je pense que je vais vraiment creuser le sujet de l'hypnose, là, c'est le moment». Donc j'ai essayé de lire tout ce que je trouvais un peu sur le sujet et commencé surtout beaucoup, un peu, en improvisant, à pratiquer l'auto-hypnose. Et puis, bah, pas que ça a été une partie importante, mais vraiment, ouais, j'ai lu beaucoup de livres après en développement personnel. J'ai testé différentes, techniques et assez rapidement, j'ai senti des changements qui m'ont permis du coup, de faire les démarches ensuite pour faire enfin ce stage. Au bout de, ouais, 6 mois à peu près quand même, il a fallu, mais je trouve que ça a été relativement rapide. Et je voulais vraiment faire ce stage en me disant: «OK, ça me confirmera que j'ai évolué, qu'il y a des choses qui se mettent en place». Et donc j'ai fait ce stage, sauf que j'ai fait ce stage aussi avec un peu déjà cette idée de me dire, «En fait, la psychologie, maintenant que j'ai découvert l'hypnose, j'ai plutôt envie de me concentrer sur l'hypnose et arrêter la psychologie». Mais voilà, je suis allée au bout de mon stage qui a duré quand même 1 an en plus et voilà, à la fin de ce stage, j'ai dit: «OK, bon, je c'est sûr, je me concentre à fond sur l'hypnose». Donc j'ai pris la décision d'arrêter mes études de psychologie et tout de suite, j'ai enchaîné. Je suis partie me former, sur Paris. Alors pour ceux qui connaissent, je suis allée à l'IFHE. Je voulais vraiment rencontrer moi Olivier Leckert. J'avais beaucoup aimé son livre qui m'avait déjà beaucoup aidée personnellement et ouais, je sais pas, j'accrochais beaucoup avec la personnalité, et puis pareil, ouais, 4 jours après, pour la petite anecdote, 4 jours après avoir terminé la formation, j'ai trouvé mon cabinet. Donc j'étais très jeune, j'avais à peine 22 ans, avec tous les doutes que ça peut engendrer à cette époque-là, avec le gros syndrome d'imposteur. Me dire: «Ouais, je suis jeune, qu'est-ce que je viens foutre là-dedans? Qui je suis pour aider, des gens à aller mieux?» Mais avec quand même cette petite expérience de, bah, ouais, bah, j'ai pu dépasser moi des choses donc bah, je pense que je peux aider d'autres personnes à faire un peu pareil. Donc j'ai pas trop réfléchi, puis c'était vraiment j'étais un peu dans cet état d'esprit de je veux me dépasser. Justement, si je pense que c'est pas possible, bah, je vais le tester pour voir et donc j'ai ouvert mon cabinet, qui a plutôt bien fonctionné assez rapidement et puis tout s'est un peu enchaîné aussi, on en reparlera certainement, mais j'ai commencé à faire des spectacles d'hypnose, puis j'ai après commencé à faire un peu plus de vidéos sur YouTube, toujours aussi un peu dans cette idée de, bah, je me dépasse, je dépasse mes peurs qui pouvaient me rester. J'ai écrit des livres aussi par la suite, puis je suis devenue formatrice au fil du temps. D'abord pour une école et puis après, là maintenant c'est plus à mon compte et puis alors là, il y a eu quelques petits changements parce que je suis devenue maman récemment.
Ça a chamboulé pas mal de choses pour moi, et prise de conscience aussi, envie et besoin de remettre du sens. Et c'est là que j'ai décidé de fermer mon cabinet pour vraiment me concentrer sur enfin, accompagner des personnes qui souffrent d'angoisse, justement parce que c'est mon sujet un peu de prédilection. Et donc là, j'en suis un petit peu là, à développer maintenant un accompagnement. Alors là, je suis sur 3 mois pour l'instant pour aider les personnes donc, à se libérer des crises d'angoisse. Et puis, je continue les spectacles, les formations toujours en parallèle. J'ai essayé de faire court. Écoute, hyper efficace, impressionnant. Hem et donc il y a vraiment eu un avant et un après, c'est-à-dire que donc tu souffrais de crise d'angoisse, par le biais de l'auto-hypnose, peut-être d'autres approches, développement personnel, Ça. et donc par toi-même, tu as réussi à te sortir des crises d'angoisse? Eh ben, ouais, vraiment, je suis moi-même, quand j'y repense, je me dis: «Ouais, je sais même pas vraiment», justement, j'essaye de comprendre comment j'ai pu faire parce que c'est ce que j'essaye après de transmettre le plus possible parce que c'est vrai que, je suis la première à dire, c'est pas toujours simple de faire un travail sur soi seul. Alors j'ai quand même, j'avais essayé, bah, j'avais rencontré je suis allée voir des hypnothérapeutes, j'avais échangé avec, pas mal de personnes un peu dans le milieu de la thérapie. Puis dans mes études de psychologie, j'avais fait déjà un petit peu de recherche, enfin voilà. Donc j'étais seule, oui et non quand même, mais c'est vrai que je sais que, bah, bon, pour le coup, la séance d'hypnose que j'avais faite, j'en avais fait 2 ou 3 séances d'hypnose à l'époque. J'avais pas forcément senti de résultat, mais j'ai pas lâché, j'ai dit: «OK, malgré tout, je sens que c'est là-dessus qu'il faut que je planche un petit peu». Et c'est vrai que, bah, ouais, de fil en aiguille, ouais, j'avais vraiment une discipline, me dire tous les jours, je travaillais sur moi, en fait. C'était les matins, je me réservais, je faisais du sport et je travaillais au moins 2 3 heures et je me concentrais, je lisais, je faisais des exercices, je faisais de l'auto-hypnose, du coup. Et donc maintenant, bah, j'essaye un peu de dire: «OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas fonctionné?» Avec le recul, comment ça s'est passé sur le moment. Mais ouais, finalement, j'ai un peu eu cette chance-là de débloquer tout ça par moi-même. Donc ouais. Cette chance, tu sais, on dit de la chance que c'est un mélange c'est quoi? De préparation et d'opportunité. Ouais, Visiblement, tu t'es pas mal préparé aussi, à investir, ouais, bah, du je me suis temps et de donné les l'énergie, moyens. ouais. Et je sais pas, c'est un peu au fil de l'eau. Mmh. Alors j'ai la chance de jamais avoir eu de crise d'angoisse, mais j'ai pas mal bossé sur le sujet aussi, parce que notamment par le biais de la thérapie stratégique, Giorgio Nardone et ce genre de choses. Ouais. Et il y a quand j'accompagne des gens sur ce sujet, je trouve qu'il y a, un point qui me paraît assez sensible et vu que tu l'as vécu et que tu es spécialiste, sur ce sujet-là, je te pose la question. Souvent les gens, ont envie d'avoir la certitude qu'ils en auront plus. Alors moi, comme j'en ai jamais eu, je peux pas trop me projeter, mais j'ai d'autres problèmes, donc je peux me projeter, commencer, quand tu as l'impression de les avoir dépassés et que tu aimerais bien être sûr qu'il y en aura plus, mais que tu peux pas être à 100 sûr parce que finalement dans la vie, tu peux pas l'être. Heu, Comment est-ce que si tu as senti qu'il y a un moment, un cliquet, un avant, un après où tu te dis: «Bon ben, c'est bon en fait, ce sujet-là maintenant il appartient au passé»? Ouais, c'est une très bonne question et effectivement, il y a eu un moment, un peu un déclic, qui s'est fait, moi, pour m'aider donc à titre personnel et que du coup maintenant j'explique aux personnes, qui me consultent. Il y avait vraiment ce truc où quand j'étais prise dans les angoisses, je travaillais sur moi, mais il y avait toujours une appréhension de: «Ouais, ça va peut-être revenir». En fait, je me disais: «Bah, cette peur-là, tant qu'elle est là, en fait, je serai jamais libérée parce que je serai toujours un peu dans cette angoisse-là de ça va revenir et bah, en fait, ça va m'occuper l'esprit donc je serai jamais, sereine complètement». Et c'est là que, bah, pareil, j'ai essayé de creuser un peu le truc et le moment de déclic, ça a été de me dire: «Bah, en fait, il faut que j'accepte que potentiellement ce sera là toute ma vie». Et ça a été super dur. Au début, j'ai dit: «Bah, en fait, ça sert à quoi du coup? Enfin, quel est l'intérêt de continuer de faire ça? Aucun but quoi». Enfin vraiment, ça m'a un peu anéantie sur le moment. Et puis après, pareil, en continuant un peu de réfléchir sur tout ça, je me suis dit: «Bah non, en fait, c'est pas un problème, enfin, ça doit pas être un problème d'avoir des angoisses. Maintenant, ce que je veux, c'est justement savoir y faire face et si elles viennent, je veux être prête, je veux me sentir prête à les affronter en même si j'aime pas trop ce mot-là. En tout cas, oui, à y faire face, à les traverser et ça a été vraiment ce déclic de me dire: «OK, bah, en fait, c'est pas grave si elles reviennent parce que je travaille sur moi, je commence à développer des compétences, des ressources. Ça sera différent, en fait. Si elles reviennent, maintenant je sais comment faire et en fait, plus je me disais ça, plus je commençais bah, continuer, ouais, ouais, c'est ça, de gagner en compétences un peu par rapport à ça et plus en fait, ça diminuait, moins j'en avais
jusqu'à ce que même encore aujourd'hui, il y a des personnes qui me demandent: «Mais est-ce que j'ai encore des angoisses?» Bah oui, mais ça me fait plus peur, en Mmh. fait. J'ai des angoisses un peu comme tout le monde. J'allais dire même encore plus là, le fait d'être maman, pareil d'un coup j'ai dit: «Ouh là, oui, c'est vrai que ça ouvre de nouveau tout un ouais, maintenant et on a une personne dont on est responsable, donc ça des angoisses un peu sont arrivées. Mais ça me fait pas peur et c'est pas un problème, en fait. C'est OK, bah, je les écoute, j'essaie de voir ce que je peux en faire. Donc ouais, c'est vraiment, l'axe que j'essaye de ouais, d'enseigner un petit peu aux personnes, et je leur dis d'ailleurs mon accompagnement, je leur dis: «Si vous vous attendez à plus jamais avoir de crise d'angoisse, je suis peut-être pas la bonne personne à venir voir du coup». Parce que moi, ma promesse, c'est d'aider les personnes à avoir les outils pour ne plus avoir peur de faire des crises d'angoisse, pour ne plus avoir peur d'avoir peur et pour être à l'aise, en fait, face à ça. Donc c'est vraiment plus, ouais, mon angle, je dirais, pour moi, c'est un peu illusoire de croire qu'on n'aura plus jamais d'angoisse. C'est une émotion qui est normale. Par contre, on n'est pas obligé d'en souffrir et c'est ça qui m'intéresse. C'est comment on aide une personne bah oui, à être à l'aise, avec tout ça. Magnifique. Un peu comme si, hem, alors je prends des énormes pincettes parce que je sais qu'il y a des composantes. J'ai vu qu'il y a un échange sur Facebook, récemment avec, peut-être des enjeux presque médicaux. En tout cas, c'est vrai qu'il y a la dimension peut-être, un peu mentale, émotionnelle, l'anticipation, la peur d'avoir peur et puis peut-être, des phénomènes physiologiques quand c'est très fort, que le corps a l'impression de mourir et cetera. Probablement qu'il y a des ponts entre les 2. Mais ce que tu décris, c'est, comme si et c'est d'ailleurs c'est rigolo dans le bouddhisme, tu sais, ils parlent d'acceptation, mais j'avais lu un peu sur le bouddhisme et tout, puis à quel moment tu peux accepter tes difficultés ou tes limites ou tes limites, mais tes problèmes? Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas tant l'acceptation d'avoir le problème, c'est l'acceptation de la réalité, qu'elle puisse être là et en fait, en t'équipant justement, en acceptant que ça puisse arriver, c'est comme si déjà tu retires, toute une partie de la pression que tu mettais ou qu'on mettait, à les empêcher et on sait que quand on essaye de bloquer quelque chose, bah, souvent ça l'amplifie, sans aller jusqu'aux angoisses, les émotions, on est vraiment là-dedans et donc, à t'entendre, on a l'impression que tu as un peu coupé l'herbe sous le pied de la peur d'avoir peur Mmh. et du coup, équipé face à la peur, c'est-à-dire équipé face à l'émotion, finalement, il y a plus toute cette mécanique qui pouvait auto-alimenter, les crises d'angoisse et donc a priori, elles se sont plutôt, a amenuisées, espacées et maintenant, j'imagine qu'avec le recul et le programme que tu as conçu, il y a à l'intérieur de toi, il doit y avoir une espèce de force et d'alignement, c'est, «Bah, vous pouvez venir les filles, Mmh. déjà, j'en ai traversé un paquet, je suis toujours pas morte et puis, bah, maintenant ça commence à faire longtemps qu'il y a de la sérénité ou du confort et évidemment, bah, voilà, qu'on soit jeune parent ou pas, Ouais, il y en a des angoisses forcément. beh, la vie c'est dangereux, il y a des Mmh. maladies, il y a des prédateurs, enfin c'est a priori c'est quand même une émotion plutôt saine, bah, quand elle s'auto-alimente pas et qu'elle part pas dans des stratosphères, qui sont décorrélées de la réalité. OK, Ouais, tout génial. à fait. Bah, j'aime bien moi, ce terme, alors qui est utilisé principalement en écologie. Je suis assez sensible un peu à ce sujet-là et c'est vrai qu'il y avait un moment dans un des livres, c'était écrit, qui parle de catastrophisme éclairé. En fait, ils préfèrent imaginer le pire scénario pour s'y préparer, en fait. Dire ça veut pas dire que ça va être là, ça veut pas dire qu'on y va. Par contre, bah, c'est une tendance qui est possible, vaut mieux l'anticiper plutôt que de se retrouver face au mur et dire: «Bah, merde, comment on fait, quoi?» Donc ouais, il y a vraiment ce côté-là avec les angoisses où, moi j'aime bien parler aussi, je me suis complètement ouverte, en fait, aux angoisses et j'ai décidé de ouais, c'est ça, de plus les laisser, bah, être une source de souffrance et je me suis dit: «Bah, en fait, l'inverse, c'est presque de les accueillir complètement, de presque d'en prendre plaisir, en fait, à les ressentir» et ça, pareil, c'est un truc, moi, ça a switché complètement. Le moment où j'ai dit: «Bah, en fait, vu qu'elles sont là, que j'ai pas le choix, bah, en fait, je suis pas obligée d'en souffrir, donc c'est quoi l'inverse? Bah, c'est de kiffer ça, m'éclater avec ça» et ben, j'ai dit: «Bah, allez, venez les angoisses et ben, on va kiffer et on va s'amuser ensemble» et en fait, oui, ça a clairement changé complètement la perception que j'avais de ça, puisque justement avant c'était quelque chose qui me faisait peur et d'un coup je trouvais ça cool, quoi. J'étais là: «Bah, en fait, c'est fun aussi, c'est être en vie d'avoir des angoisses, c'est ressentir les choses à fond». Enfin, une personne ouais, qui est vraiment, je sais pas moi, dans un coma, elle aimerait peut-être bien avoir peur finalement, enfin et je me suis dit: «OK, ouais, c'est plutôt l'ouverture à ça que de s'y fermer qui moi en tout cas m'a aidée»
et effectivement, après, évidemment que selon les personnes, selon là où elles en sont, il y a peut-être, des choses à ajuster, une manière peut-être aussi d'arriver à ça, mais je pense qu'en tout cas, la finalité, c'est un petit peu de tendre vers ça, de se dire: «OK, ça fait partie de la vie et ouais, c'est pas forcément que, négatif et que source de souffrance». Ça peut être aussi très très beau à vivre, en fait, l'angoisse. C'est pas ouais, c'est pas aussi sombre. Ça me donne un frisson de t'écouter. C'est vrai que, avant que tu le dises, j'avais cette idée en tête de dire que, quand tu vis une expérience aussi forte, tu es sacrément vivante, en fait. Mmh. Et de se dire aussi, je sais pas, si on était des extraterrestres qui regardaient l'être humain, de se Mmh. dire qu'une personne est capable, c'est quand même le propre des crises d'angoisse, elles sont à partir de rien. Mmh. C'est qu'il y a pas de danger réel, hein, c'est, que qu'il soit mentalisé ou qu'il soit plus, je sais pas, à des niveaux inconscients, il y a certainement une partie qui se fait peur, et donc, à partir de rien, être capable de générer une expérience aussi forte, c'est quand même une compétence extraordinaire et du coup, j'imagine, Mélinda, que tu dois être un bon sujet hypnotique. En tout cas, j'ai la l'impression que, souvent les clients qui viennent, pour ce genre de demande sont de très bons sujets hypnotiques. Comme si la crise d'angoisse pourrait ressembler à une espèce d'auto-hypnose négative, où la personne se fait submerger par, effectivement souvent des émotions, des ressentis. Il y a parfois même pas vraiment de mental, si ce n'est le mental qui, se fait peur à l'intérieur, qui: «Ah non, c'est juste ça, zut ça revient», dans une espèce de suggestion, contre-productive et quand dans l'hypnose ou dans l'auto-hypnose, ils découvrent, qu'en fait c'est une richesse, c'est une force, c'est une compétence à laquelle en plus ils sont très entraînés souvent, et qu'ils ont la liberté de pouvoir la teinter plutôt de lumineux plutôt que de sombre, bah, ça fait souvent effectivement des miracles. Des miracles, le mot est fort, mais en tout cas, c'est une belle surprise de se dire: «En fait, c'est vrai que c'est une sacrée compétence». Alors, elle pourrissait la vie, elle pouvait même être vécue de manière, très désagréable, mais les gens qui, sont peut-être plus neutres émotionnellement pourraient être jaloux. Je sais pas, mais en tout cas, Mmh. c'est voilà, c'est une chouette compétence hypnotique, quoi. Ouais, ouais, totalement, hein. Je pense que une personne angoissée, moi j'aime bien dire, c'est une experte déjà dans le fait d'imaginer les pires scénarios. Donc oui, elle a une capacité déjà à jouer avec son imaginaire qui nous facilite parfois un peu la tâche en hypnose. Hem et oui, là aussi, je me suis aperçue qu'on peut imaginer ce qu'on veut et on peut imaginer que la peur, c'est cool aussi et que si et vraiment, ouais, le moment où j'ai commencé à me dire: «OK, bah, je vais faire comme si justement la peur c'était sympa, comme si c'était fun, comme si ça pouvait être agréable», bah, clairement oui, ça a changé tout de suite les ressentis, quoi. C'était plus une souffrance et vraiment j'ai pris plaisir et je le dis, je me suis jamais sentie aussi vivante que les moments où justement je m'ouvrais complètement à la peur en fait, où j'y allais, où je me disais: «Allez, on tente, on verra bien». Plus généralement, il se passait à chaque fois des choses, incroyables. Je me disais: «Mais c'est même mieux que ce que j'aurais pu imaginer». Enfin, donc ouais, non, c'est vraiment, ouais, pour ça un sujet qui est assez fort pour moi parce que je la peur, c'est un des premiers freins qu'on a tous finalement quand on regarde et plus on dépasse, nos peurs, plus, ouais, il y a une sensation un peu d'évoluer, de grandir vraiment, ça donne cette impression-là de s'ouvrir un peu plus et ouais, je le souhaite et j'essaye en tout cas de pouvoir transmettre ça, pour que d'autres puissent le vivre le plus possible parce que c'est ouais, c'est vraiment beau, et puis oui, la peur, c'est vécu comme une prison, mais au dehors de ça, ça peut être chouette quoi, vraiment. Mmh. Tu me fais reconnecter, j'avais oublié, un jour je reçois un ado qui faisait des crises d'angoisse et je pose pas toujours cette question, mais là j'ai eu, l'idée de le faire et je lui demande: «Bah, est-ce que tu te rappelles comment c'est arrivé?» Il me dit: «Ah oui, oui, je me rappelle très bien. Un jour j'étais enfant et je m'ennuyais et je suis allé le dire à mes parents et mes parents m'ont dit: «Beh, non, non, c'est bien l'ennui, ça permet de développer l'imagination. Va dans ta chambre et va développer ton imagination». Et manque de bol ou, vu ce que tu me dis, peut-être coup de bol à l'échelle de sa vie, malgré les souffrances que ça a occasionné, et ben, il a commencé à se faire des films d'horreur. Et donc il a eu sa première crise d'angoisse, puis après il a commencé à avoir peur d'avoir la crise d'angoisse, imaginant qu'il allait l'avoir, la créant. Et donc voilà, c'était juste une petite anecdote pour reboucler avec le fait que, je me rappelle le déclic dans ses yeux Ouais. quand il a compris qu'en fait il avait une super imagination, que son imagination, bah, se traduisait en ressenti et en émotions et que s'il décidait d'imaginer des trucs chouettes, il allait vivre des choses très chouettes et très fortes. Et évidemment on a quand même fait quelques séances pour bien ancrer ça, mais pour moi mais la thérapie a eu lieu au moment où, à l'intérieur, il s'est réapproprié sa puissance, quoi. Tu as déjà donné pas mal d'outils ou je sais pas,
d'éléments de prise de conscience. Si jamais il y a des gens qui sont sujets, aux crises d'angoisse ou peut-être s'il y a des praticiens, praticiennes qui nous écoutent, qui travaillent sur ce sujet ou qui aimeraient travailler sur ce sujet, heu, tu vas pas nous donner tout ton programme évidemment, mais s'il y a une ou 2 pépites comme ça, où tu te dis: «Voilà, ça c'est vraiment de nature à changer la vie ou à vraiment apporter des choses positives», heu, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur ce sujet? Puis après on va peut-être parler d'autres choses parce que les angoisses c'est sympa, mais il y a quand même plein d'autres choses dans la vie. Ouais, bah, déjà, je dirais que, bah, je le répète, mais les angoisses, c'est pas une finalité, et on n'est pas condamné à subir ça toute notre vie, en fait. On n'est pas obligé, en tout cas, de le subir. Et c'est peut-être là que réside notre vrai pouvoir. On n'a pas vraiment le pouvoir de contrôler nos émotions. Par contre, on a le pouvoir de choisir d'en souffrir ou non. Et ça aussi, je pense que ça a été pour moi, en tout cas, une forme de déclic aussi de me dire: «Bah oui, ça, je contrôle pas grand-chose, mais ça, je peux le contrôler. Je peux choisir d'en souffrir ou non». Heu et c'est vrai que pour moi, déjà la libération, elle va commencer quand on commence à percevoir autrement la peur. C'est aussi pour ça que j'essaye beaucoup d'en parler positivement, que je déteste dire, «Oui, il faut gérer la peur, il faut la contrôler, il faut lutter contre elle, il faut, l'éliminer, se débarrasser d'elle». Parce que je le redis, je pense que c'est vraiment déjà une émotion importante. Elle a un rôle, qui est quand même, très utile pour notre survie avant tout, mais pas que. Donc ouais, c'est déjà commencer, ouais, à changer notre regard par rapport à ça. Bah, en hypnose, on parlerait de recadrage, hein, tout simplement, pour justement mieux, enfin mieux, ou l'expérimenter, autrement. Heu et après, bah, c'est vrai qu'il y a plein de manières d'arriver vers ça, je pense. Il y a plein de techniques, plein d'outils, plein d'approches qui permettent d'arriver vers ça. Moi, c'est comme tout, je dis, il y a plein de chemins pour atteindre un même objectif. Après, il faut essayer de s'adapter un peu aux personnes qu'on a en face, de là où elles en sont aussi dans leur cheminement. Mais en tout cas, il y a une issue possible et oui, on n'est pas obligé d'en souffrir et rester condamné là-dedans, quoi. Voilà. Génial. Merci, c'est vrai qu'au-delà des techniques, le fait que tu incarnes, heu, fait d'avoir réussi à traverser, cette difficulté, heu, c'est probablement au moins aussi inspirant que toutes les techniques et les stratégies, qu'on pourrait imaginer. Super. Quand tu as parlé du syndrome de l'imposteur et de la légitimité, alors bon, ça commence à dater parce que tu as fait un sacré bout de chemin depuis, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, beaucoup, ce qui est logique aussi, hein, quand tu viens te former à un métier, en plus souvent tu te formes pas à un métier, tu te formes à une technique. Mmh. L'hypnose, en vérité, la pratique de l'hypnothérapie, c'est quand même une forme de thérapie, donc l'ambition est énorme avec des cursus souvent assez courts, donc finalement, ce manque de légitimité ou ce syndrome de l'imposteur, à minima en début de formation, en début de carrière est probablement pas forcément une mauvaise idée, parce qu'il y a probablement pas mal de boulot pour pouvoir arriver à accompagner des gens en souffrance, en vulnérabilité, de manière la plus sécure possible. Excuse-moi pour cette phrase à rallonge. Qu'est-ce que en plus je donne des éléments, donc je vais pas non plus te couper l'herbe sous le pied à toi. Mais voilà, pour les gens, que ce soit des gens en formation, des jeunes praticiens ou praticiennes ou peut-être des gens qui ont un peu plus d'expérience et qui, peuvent être un peu sujets à ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu auras envie de nous en parler ou est-ce que tu as un truc et astuce ou voilà, quelque chose à partager? Ouais, alors déjà, dans ma vision des choses, pareil, on pourrait dire certainement plein d'autres trucs, mais syndrome d'imposteur, c'est quand, on sait qu'il nous manque un peu des compétences, qu'on sort un peu de notre zone de confort finalement, qu'on sait que là, on est un peu limité et bah, ouais, soit il nous manque des connaissances, des compétences ou, peu importe, un savoir-vivre, enfin voilà, on peut y mettre plein de choses. Donc déjà, c'est une très bonne chose et je le dis, bah, ça peut peut-être surprendre parce que ça fait quand même quelques années effectivement que je suis un peu dans le métier, mais ça m'arrive encore évidemment de me sentir, impostrice, ça se dit? Imposteuse? Je sais pas comment on dit, d'être, une imposture, voilà. Mais pareil Dans ouais, voilà. l'imposture en tout cas. Mais je me dis: «OK, bah, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, en fait?» Là aussi, ça fait mal, hein, c'est jamais agréable quand on se dit: «Bah, en fait, ouais, là, bah, ouais, je suis peut-être pas capable d'aider telle personne, je me sens pas légitime». Mais à chaque fois, c'est plutôt pour moi un indicateur que, bah, OK, ouais, j'ai une zone, bah, un peu d'ombre, une zone à travailler, une zone, à explorer un peu plus et je m'en sers plus de levier
mais c'est vrai que ça veut pas dire que j'en souffre pas, hein, comme je disais, ça pique, ça fait mal, hein, de réaliser ça, mais toujours un peu avec ça en tête en me disant: «OK, bon, bah, là, je prends le temps d'être mal par rapport à ça, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais de cette souffrance et comment justement je peux, continuer d'évoluer dans ce travail-là, continuer d'apprendre?» Et en fait, ouais, pour moi, c'est vraiment devenu un peu une boussole. Ça me permet vraiment de savoir où sont ouais, mes limites et là où je peux aller au-delà. Donc là aussi, j'ai envie de dire, ne voyez pas forcément le syndrome de l'imposteur comme, un frein. Au contraire, servez-vous-en, ça peut être aussi un très beau tremplin et je pense que quelqu'un qui n'a pas le syndrome de l'imposteur, pour moi, ça pareil, ça ferait presque, OK, bah, il est peut-être trop sûr de lui, du coup. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bon, là aussi, on pourrait en débattre, mais ouais, je préfère, quelqu'un qui va dire: «OK, ouais, ça fait un moment que je suis dans le milieu, mais bah, j'ai pas encore tout compris, je maîtrise pas tout et c'est OK, en fait, parce que, bah, c'est un processus aussi, c'est quelque chose qui se fait en continu». Et je pense que, ouais, un expert, généralement, plus il avance, plus il va se dire qu'il comprend rien, en fait, qu'il en sait rien. Ce qui peut paraître paradoxal, on pourrait se dire qu'à l'inverse, il comprend tout, il maîtrise tout, mais en fait, bah, généralement et je pense qu'on a tous un petit peu ces phases-là où on se dit: «Bah, plus j'avance et moins j'en sais». Donc c'est un peu frustrant, mais en même temps, je pense que c'est ce qui nous pousse à, bah, continuer, oui, de nous informer, nous former et puis, ouais, d'évoluer, de dépasser un peu toutes ces limites. Donc ouais, je sais pas si ça répond bien à la à la question, mais c'est un peu ma vision de de la chose. Si, si, à fond, un peu l'impression qu'il y a une stratégie qui se dessine un peu dans ce que tu nous proposes, effectivement, d'accueillir la difficulté et Mmh. d'explorer ce qu'elle peut nous apporter. Hem, ça résonne assez fort parce que, je pense que moi j'ai, surtout au début, encore un peu parfois, mais de moins en moins maintenant avec le travail en thérapie, en supervision, heu, et je pense que j'ai souffert moi effectivement du syndrome, inverse, un peu de toute puissance. L'impression que, j'avais pas de problème dans ma vie parce qu'en fait je voulais pas les voir, comme mon cerveau il apprend assez vite, en formation. Puis je m'étais formé en autodidacte, donc en formation, bah, je connaissais déjà des techniques et cetera, puis je suis plutôt à l'aise en public et cetera, donc voilà, j'avais des qualités qui faisaient que pour moi cette partie du chemin a été plutôt facile. Mais du coup, ça m'a fait perdre du temps, en tout cas ça m'a limité parce qu'effectivement, j'ai mis du temps à avoir une vision plus réaliste de moi-même, une vision plus réaliste de ce que c'est que l'hypnose, que ce que c'est que l'accompagnement, des enjeux, parfois très lourds que les gens peuvent venir déposer auprès de nous, et donc bon, moi j'ai l'impression que plus j'avance, plus, il y aurait souvent 2 polarités dans la vie, quoi. Entre des gens qui sont dans l'imposture ou qui ont l'impression d'être des imposteurs et des gens qui sont dans la toute-puissance et finalement on va essayer de se rejoindre à peu près au milieu en se disant: «Bon, ben voilà, le boulot il est énorme, on sera jamais parfait et par contre en bossant on pourra, développer des espaces de stabilité, des points de repère où normalement ce qu'on fait la plupart du temps est à peu près sécure». Et je suis d'accord avec toi sur l'idée de l'expertise qui finalement je ne sais pas si c'est plus on avance, moins on sait. Je pense qu'on développe de la connaissance, mais surtout plus on avance, plus on se rend compte que le champ, de Ouais, connaissances est immense et tout ce qu'on ne c'est ça. connaît pas, est vraiment immense. Donc, bon, c'est la même idée, le même ressenti. Heu, super, ouais, en tout cas merci, c'était je pense une super réponse, très aidante. Est-ce que je sais pas, j'ai le chant du spectacle Oui. qui me résonne un peu dans l'esprit. Alors je sais pas trop comment, te t'inviter à nous en parler, mais, à nouveau, je pense qu'il y a pas mal de praticiens, de praticiennes, surtout quand tu te formes à l'hypnose ericksonienne, alors j'espère qu'aujourd'hui les écoles ne font plus que de la suggestion indirecte parce que, on se rend compte que finalement les techniques directes, les techniques d'induction rapide, peuvent être vraiment pertinentes, hein. Je crois que c'est Erickson lui-même presque l'inventeur de la suggestion indirecte qui nous disait faites aussi direct que possible et aussi indirect que nécessaire. Et effectivement, faire des choses très alambiquées ou très métaphoriques quand la personne aurait pu répondre à une suggestion directe, bah, c'est dommage, c'est peut-être même la ralentir, lui mettre des bâtons dans les roues. Euh, voilà, c'est une ouverture très générale ou très ouverte. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur le spectacle? Comment tu y es venu? Et peut-être comment, ça vient alimenter aussi ta pratique, thérapeutique? Et puis si tu as d'autres choses que tu as envie de nous raconter avec plaisir. Ouais, bah, chouette. Le spectacle, c'est vrai que mon parcours avec ça, au début, je dirais comme beaucoup alors, j'ai été sensibilisée directement à l'hypnose, moi, par une émission, je me souviens de télé, alors je pourrais pas dire laquelle parce que ça remonte à longtemps, mais j'avais vu un hypnotiseur de spectacle. Pareil, je crois qu'il est
un peu inconnu maintenant au bataillon. En tout cas, il m'a pas marqué vraiment plus que ça, mais par contre, sa démonstration m'avait vraiment marqué. Et c'est ça qui m'avait amené à m'intéresser en fait au sujet, parce qu'il avait fait, je crois que dans l'émission, il avait demandé s'il y avait une personne timide dans le public, et il l'avait fait danser devant tout le monde. Et je m'étais dit, ah bah, moi qui ai du mal avec ça, s'il a pu le faire, c'est que ça peut marcher peut-être sur moi. Et en même temps, très sceptique, en me disant, mais non, mais ça doit être des bêtises, c'est du cinéma, c'est de la télé, enfin, c'est truqué. Donc déjà, ouais, je dirais, l'hypnose de spectacle, je pense comme beaucoup, même encore aujourd'hui, bah, elle ouvre un petit peu l'esprit déjà et elle donne envie, en tout cas, elle peut donner envie d'explorer un peu plus ce sujet-là. En tout cas, ça sensibilise un peu plus les personnes à l'hypnose. Par contre, bah, comme beaucoup aussi, dans mon parcours après, dans la formation en tant que hypnothérapeute, j'entendais beaucoup, ouais, mais les spectacles, c'est pas bien, c'est pas très éthique, voilà, Mesmer, bon, sans trop le citer. Et moi, je me disais, bah, je crois que finalement, j'ai un petit peu ce truc où quand on dénigre quelque chose, j'ai un peu envie d'aller voir. Plus ouais, je trouve ça, plus les gens ont une image négative, ça me donne envie, moi, d'explorer, de me dire, bah, pourquoi, en fait? Pourquoi on dit que c'est pas bien? Pourquoi il y aurait que du négatif? Et bah, en fait, ça s'est fait un peu, moi, de manière, assez fluide quand même. Mais j'avais quand même donc cette idée de: «OK, le spectacle, bon, c'est peut-être pas si bien à faire». Je sortais de formation et comme beaucoup quand on sort de formation d'hypnose, quand on commence à en parler autour de nous, les gens nous disent: «Ah, tu vas me faire faire la poule» ou des choses comme ça ou alors: «Tu peux me faire faire», il y en a qui étaient très demandeurs: «Tu peux me faire faire comme à la télé», voilà, je sais pas moi, les doigts collés, les choses comme ça. Et en fait, au tout début, je passais un temps fou à essayer d'expliquer: «Bah non, tu sais, c'est pas ça, ça c'est la télé, mais nous en thérapie, c'est différent», et puis en fait, je sentais que les gens, il y a une personne qui m'a dit même à un moment en soirée: «Ah mais donc tu fais pas de l'hypnose?» Là, j'ai dit: «Ah!» Ça a piqué un peu l'ego et je me suis dit: «OK, il y a peut-être un petit problème aussi». Il touche peut-être un point sensible puis ouais, 2-3 fois, il m'a dit: «Ah mais donc tu fais pas de l'hypnose?» J'étais: «Ah bah si, mais» puis en fait, à un moment donné, j'ai dit: «Bah, je vais te montrer, écoute, on va faire une petite expérience et on va voir». Sauf que c'est vrai que je connaissais très peu, moi, les techniques, du spectacle et je m'étais dit: «Bah, je vais juste faire les doigts collés un peu avec ce que je sais faire, on va voir» et bah, par chance, ça a plutôt bien fonctionné et en fait, là, d'un coup, pareil, gros déclic parce que je me suis aperçue que donc il y avait cette personne-là vraiment, avec qui je faisais l'expérience et en fait, je me suis aperçue que toutes les personnes, d'un coup, s'étaient arrêtées et se sont mises à regarder. Et là, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Enfin et ça avait captivé, en fait, tout le monde. Alors que moi, c'était même pas vraiment le but, je voulais vraiment faire l'expérience pour la personne et en fait, là, d'un coup, tout le monde me posait plein de questions, sauf que là, d'un coup, j'avais l'impression de paraître crédible. D'un coup, quand je disais: «Bah oui, bah, en thérapie, on ferait différemment» ou «Ah OK» et là, c'était plus: «Ah donc tu sais pas faire d'hypnose». Là, d'un coup, c'était: «OK, bah, je t'ai vu faire, je sais que bah, a priori, tu sais de quoi tu parles, quoi» et donc ouais, ça m'a pareil, beaucoup questionné de me dire: «OK, mais pourtant, enfin, c'était pas non plus incroyable ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe?» C'est là où je me suis dit: «Bah, en fait, le fait de le montrer, le fait de le faire vivre et puis pour les personnes qui regardent, bah, en fait, ça peut ouvrir quelque chose, ça peut leur ouvrir l'esprit peut-être un peu à ça» et c'est là où je dis: «OK, bah, je vais tester. Je vais voir un peu, ce que je peux faire avec ça». Donc j'ai commencé à avoir un peu cette idée de vouloir faire un spectacle et en plus de ça, c'est là où tout, finalement était plutôt, arrivé au bon moment. C'est que je me suis dit: «C'est un peu dans mon travail sur moi-même, c'était un peu l'objectif où je me disais, enfin, si un jour je monte sur scène, c'était vraiment le truc pour quelqu'un qui était phobique social, enfin, c'est le truc le pire, monter sur scène. Enfin, on est exposé au regard des autres. Enfin, c'était inconcevable pour moi. Donc il y avait aussi vraiment ce côté challenge de me dire: «Bah, vu que je pense que j'en suis pas capable et ben je vais voir. Je vais voir si je peux. Je vais voir si vraiment c'est pas possible, si vraiment j'ai encore des choses à travailler sur moi ou pas». Et donc, bah, j'avais fait un petit test d'abord avec, quelques personnes. Ça s'était plutôt bien passé, puis c'est là où j'ai dit: «OK, bah, je passe à l'étape au-dessus» et mon premier vrai spectacle, je l'ai fait devant 200 personnes. C'était, un truc de fou et en fait, ça s'est super bien passé. Ça a confirmé, ce que je pensais. Alors déjà, bah, par rapport à moi, que j'avais déjà bien bien travaillé, que j'étais beaucoup plus à l'aise avec tout ça
et surtout, ça m'a montré que, bah, oui, là, encore une fois, les gens avaient plein de questions, mais quand je leur disais ce que je disais avant de faire des spectacles, bah, là, ils m'écoutaient et je me suis dit: «Bah, ouais, autant me servir du spectacle pour faire passer les messages» parce que c'est un peu bah, les gens sont peut-être plus, réceptifs, on pourrait dire, là aussi, à ce moment-là. Même si, pour moi, ce que je dis, presque il y a un côté un peu aberrant. C'est pas parce qu'on fait des spectacles que déjà on est forcément bon, praticien en hypnose, qu'on est forcément bon thérapeute aussi. Mais en fait, du point de vue du public, bah, eux, ils voient ça comme ça, en fait. Ils voient qu'on sait faire de l'hypnose, donc ils partent du principe qu'on est bonne hypnothérapeute. Bon après c'est pareil, hein, ça je fais un peu rapidement parce qu'on pourrait dire plein de choses, mais en tout cas, ouais, je me suis aperçue que les gens avaient besoin de voir, et que pour eux, c'est un peu une sorte de ouais, de forme de crédibilité de faire du spectacle et que même s'ils sont à la fois, captivés et en même temps un peu terrifiés par ça, ils ont envie, quoi. Ils ont envie de découvrir, comprendre un peu mieux aussi comment ça fonctionne et il y avait vraiment ça aussi que je voulais apporter moi dans mes spectacles et que je continue de faire. Vraiment un aspect un peu pédagogique qui me manquait, je trouvais à l'époque en tout cas, où on voyait juste, les hypnotiseurs, faire le show, mais sans expliquer et les gens, en fait, je me suis aperçue, étaient autant, curieux de le voir, mais aussi curieux de comprendre un peu, bah, les mécanismes de ça. Donc bah, pareil, au lieu de, on va dire cracher sur le spectacle et ben, je me suis dit: «Bah, je vais m'en servir comme une fenêtre aussi bah, pour montrer et expliquer, un peu plus ce que c'est. Alors pareil, hein, un spectacle, on rentre pas dans le détail, ça reste, superficiel, mais voilà, juste je voulais planter un peu une graine dans l'esprit des personnes et puis sans mentir aussi, ça a été une manière pour moi de développer mon cabinet très vite, du coup. C'est pour ça que tout s'est un peu enchaîné. J'ouvrais mon cabinet, j'ai fait les spectacles, du coup ça a lancé mon cabinet, tout s'est influencé finalement, plutôt bien. C'est un peu comme si c'était le moyen de rassembler un peu tout ce que j'étais, tout ce vers quoi je tendais et bah, du coup, c'est vraiment encore quelque chose aujourd'hui avec lequel je m'amuse beaucoup et j'adore faire des spectacles et ouais, j'essaie de les défendre le plus possible parce que je sais que souvent, même encore aujourd'hui, il y a des points de vue parfois un peu tranchés par rapport à ça et je le comprends aussi, hein. Mais pareil, j'invite les gens à peut-être à se dire, bah, qu'est-ce qui peut être beau aussi dans les spectacles? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que c'est que négatif ou non? Et peut-être qu'ils découvriraient que, ouais, il y a d'autres choses derrière ça. On peut en faire des belles choses, vraiment. Magnifique, j'ai vu que tu avais fait une date récemment, tu as des dates prévues, tant qu'à faire, si on peut mettre un C'est peu en avant ça, c'est en cours, ouais, alors j'ai, 2 spectacles, en fait, j'en ai écrit, ouais, enfin, j'en ai écrit 2. Il y en avait un, que j'avais écrit il y a très longtemps, mais que j'avais un peu mis de côté parce que justement, je me disais: «Tiens, il y a vraiment un truc avec ça» et je voulais le faire bien et j'arrivais pas à trouver vraiment, une manière qui me plaise totalement de le faire et là, ouais, je l'ai retravaillé et du coup, ça je vais essayer de le roder un peu mieux avec cette idée peut-être, plus tard, de faire, on va dire, une micro tournée un peu, bah, en France, je verrai. Pour l'instant, je reste dans ma région, c'est plus facile, logistiquement. Mais ouais, j'ai vraiment envie de porter ça un peu plus et justement essayer peut-être de montrer autre chose, là aussi dans le spectacle que ce qu'on voit, que ce qui est connu. Heu, Parce que je sais que beaucoup le disent, mais peu le font, mais bon mmh, après, j'essaye d'être le plus bienveillante possible, plus éthique possible. Je veux vraiment en tout cas que ce soit des moments où les personnes, on soit pas là pour les humilier, mais vraiment pour qu'elles apprennent, qu'elles évoluent et d'ailleurs, je terminerai peut-être là-dessus, mais moi, j'ai vraiment eu aussi un gros moment de déclic après plus dans ma pratique en cabinet parce que, je me suis aperçue que je faisais presque plus de bien en spectacle qu'en cabinet. Dans le sens où je faisais vivre des expériences parfois tellement fortes en spectacle que ça transformait les gens, de manière bien plus incroyable que ce que j'aurais pu croire et là, j'ai dit: «OK, alors il y a peut-être un problème aussi dans ma manière de pratiquer, qui était peut-être trop douce». Et ouais, pareil, ça a changé pas mal de choses et c'est pour ça que je lâche pas le spectacle parce que je suis même en contact avec des personnes où j'ai fait des spectacles il y a 10 ans en arrière et encore aujourd'hui, enfin, ça a créé un lien super fort, j'ai des bons enfin, elles continuent parfois on continue d'échanger un peu, enfin, ouais, il y a des personnes, c'était un peu les mascottes, enfin, elles promouvaient, ouais, mes spectacles pour moi, enfin et ouais, non, c'est pour ça que tout n'est pas acheté dans le spectacle et je pense vraiment qu'on peut faire
très belle chose, avec ça, et comme je disais, parfois plus qu'en cabinet, j'ai été la première surprise, hein, par rapport à ça. Génial, ça me donne envie de rebondir sur, quelques items comme ça. Déjà au niveau personnel, c'est vrai que, moi ma première exposition à l'hypnose, c'était en école de commerce. Il y a un type, qui était venu faire un spectacle et bah, j'avais halluciné de voir mes potes, ceux qui étaient montés sur scène et tu sais que c'est pas du chiquet parce que, tu les connais quoi et puis tu discutes après. Moi j'avais senti, ils faisaient faire un truc avec les mains qui tournent toutes seules. J'avais senti que C'est mes mains avaient vrai. envie de continuer, mais je pense que ça m'a fait peur. J'étais au fond de la salle et du coup j'avais interrompu le process, et à la fin, je sais pas comment je m'étais retrouvé, dehors à discuter avec lui, puis, il nous avait dit: «Voilà, est-ce qu'il y en a, parmi vous, qui aiment pas quelque chose?» Alors moi, j'aime pas le fromage, en tout cas pas les fromages qui puent, qui sentent fort, pardon, voilà. On va pas porter de jugement de valeur, et il m'avait dit: «Tu veux que je te fasse aimer?» Et j'ai dit: «Bah, non». Genre, tu touches pas du tout à ma personnalité, tu vois? Tu te calmes. Ce qui est amusant, c'est que j'avais pas du tout, intégré à ce moment-là, que c'était quelque chose qu'on pouvait apprendre ou qu'on pouvait faire. Et pour te rejoindre, quand je me suis formé à l'hypnose de rue, ce que j'encourage, tout praticien et praticienne à faire, ça a été pour moi l'expérience la plus transformatrice dans ma pratique de l'hypnose parce que, ça m'a permis de me rendre compte que, on fait vraiment de l'hypnose. C'est-à-dire que quand tu vas voir quelqu'un ou que quelqu'un vient te voir dans la rue, que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, que tu fais des techniques finalement assez simples, et que la personne arrive à vivre, j'avais une espèce de routine où on était à Beaubourg et puis il y a plus personne. Tu vois? Ils sont passés où les gens? Puis Beaubourg devient une forêt, puis il y a un dinosaure. Rassure-toi, tu es dompteur de dinosaures. Tu mets la main, il fait: «Non, non, mais attends, il faut pas mettre la main comme ça». Enfin, bon après, il faut faire un peu attention, si tu fais des trucs du genre, des écharpes d'invisibilité, bon voilà, puis, des lunettes pour voir à travers les vêtements. Je savais pas que c'était sa sœur à côté, donc tu vois? Enfin, ça fait des trucs un peu bizarres. «Mais qu'est-ce que tu fous à poil?» Hem, mais pour moi, c'était la première expérience, alors que ça faisait quand même un moment que je pratiquais en autodidacte et en formation, où là, j'ai eu aucun doute. Je fais de l'hypnose, donc un, je sais faire de l'hypnose. 2, l'hypnose, ça marche. Aussi un autre élément, qui peut être hyper pertinent, je sais pas pourquoi je me trouve à faire ça, mais en cabinet, c'est que vu qu'en hypnose ludique, en hypnose de spectacle, en hypnose de rue, ben, finalement, tu vas proposer à différentes personnes à peu près la même chose et certains vont pas s'en saisir, d'autres un petit peu et puis tu vas avoir des gens qui sont des superstars ou qui vont en faire un truc extraordinaire et donc pour moi, c'était aussi une expérience, en plus de l'hypnose, ça marche vraiment et je suis capable d'en faire, ça a été une expérience aussi de, l'hypnose, elle est surtout chez les gens puisque à proposition identique, voilà, certains vont en faire quelque chose d'extraordinaire. Et justement, ça me donne envie de te poser une question, assez spécifique, Mélinda. J'espère que ça va être positif à plein de niveaux, mais j'en suis sûr. Hem, une des peurs d'utiliser ou de faire ce genre d'approche, c'est qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne moins bien. Et si on reboucle avec le potentiel syndrome de l'imposteur, si, c'est vrai, en soirée ou dans des événements, on vous demande de faire de l'hypnose plus, spectacle, ça vaut le coup d'être un peu préparé, de maîtriser quand même pas mal les techniques parce que, bah, la confiance que ça donne est aussi une suggestion en soi. Heu, comment est-ce que, même si tu es une super praticienne, que tu as plein d'expérience, il y a des gens qui vont pas rentrer dedans. C'est pas le bon moment et ils ont besoin de plus de douceur, ils ont besoin peu importe, d'un contexte plus thérapeutique. Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens à qui ça pourrait faire peur, de se dire: «Ben, par définition, si j'utilise ce genre de technique dans ce genre de contexte, il y a des gens à qui ça va moins bien, correspondre et qui vont moins rentrer dans l'expérience», et du coup, ça pourrait faire peur qu'ils aient un jugement sur notre qualité d'hypnotiseur ou autre. Comment est-ce que tu gères cette possibilité que ça marche pas? Alors, bah, déjà, pour l'anecdote, ça m'est arrivé. Pas plus tard même que le 31 décembre, là, j'avais une prestation, c'était affreux, ça fait partie j'hésite, soit c'est la pire, soit c'est la deuxième pire. Donc je sais pas trop encore, à quel niveau je la place, mais il y a eu au moins, allez, je dirais 3 fois parmi tous les spectacles que j'ai pu faire où, j'ai rien pu faire. Vraiment, c'était catastrophique. Il y a eu une fois, c'est que j'arrivais même pas à avoir l'attention des personnes et du coup, j'arrivais même pas à avoir de volontaire. Impossible. Alors pour, le contexte, c'était lors d'un match de foot, pour la SSE d'ailleurs, je suis stéphanoise. Allez les Ça verts! c'était, pire truc parce que j'étais dans les loges et en fait, ils étaient tous en train de manger et ils faisaient tous leurs pronostics sur le match. Ils en avaient absolument rien à faire de moi.
J'avais l'impression, moi je dis souvent, j'avais l'impression d'être un peu le moustique là qui bourdonne un peu partout et qui fait du bruit, qui saoule, et puis c'est tout quoi. Mais j'arrivais pas à capter leur attention et puis ils étaient pas du tout prédisposés là, à s'investir en fait dans l'expérience. En plus de ça, j'ai dû intervenir 2 fois parce qu'il y avait avant le match et pendant la mi-temps. Les 2 fois, rien pu faire. Donc j'ai dit, bah voilà. Ça, c'est arrivé assez tôt en plus dans mon expérience avec le spectacle. Ah bah clairement, pareil, hein, un gros coup au moral. Je dis, mais en fait, bah, c'était moi le problème, je suis nulle, ça sert à rien. Et puis en fait, je me suis dit, bah là, je crois que j'ai vécu le pire. Maintenant, c'est bon, quoi, c'est fait, j'ai survécu, bah, on verra bien. Et puis, bah, ça s'était pas reproduit depuis bah, bien longtemps. Et là, pareil, le contexte du réveillon était compliqué. Les gens mangeaient, ils voulaient juste danser, en fait. J'avais très peu de temps de passage. Bref, c'était pas du tout les bonnes conditions. Et ouais, c'est difficile. Et en même temps, pareil, il y a eu une fois où là, pourtant le contexte était plutôt OK, mais il y avait un peu de personnes. Donc, difficile de trouver des personnes vraiment avec qui on peut faire un spectacle avec des réactions assez fortes. Là, ce que je fais, moi, dans ces moments-là, c'est que je m'en sers pour illustrer, en fait. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu, moi, dans mes spectacles, hein, intégrer un peu de pédagogie. Parce que du coup, bah, ça me permet, je m'en sers, en fait, quand il y a des réactions très différentes comme ça, je vais dire, bah voilà, là, par exemple, ça montre il y a des personnes en spectacle qui vont être très introverties, qui vont vivre des choses folles dans leur tête, mais qui vont pas bouger. Il y a des personnes pour qui ça va être très minime, il va y avoir un petit mouvement, et puis d'autres personnes où ça va être très expressif, etc. Et en fait, tout ça, bah, au lieu d'en avoir peur, je m'en sers. Je dis, bah, vous voyez, voilà, là, je fais une expérience avec elle, bah, ça prend pas, bah, c'est normal, elle est aussi libre, elle a le droit, bah, elle fait ce qu'elle veut, si elle a pas envie de le vivre, elle le vit pas. Ouais, je le mets en lumière plutôt que d'essayer de le taire. Ça aussi, je trouve que c'est une des meilleures astuces, moi qui m'a aidé par rapport d'ailleurs à mes angoisses, c'est au lieu de les cacher, bah, il vaut mieux les montrer. Parce que j'aime bien dire que quand on veut cacher quelque chose, c'est un peu comme si on avait une corbeille de fruits ou peu importe, un objet imposant dans notre main qu'on essaye de cacher. Mais en fait, ça nous rend louche. Du coup, ça intrigue encore plus les gens qui disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle réagit comme ça? Qui du coup ont encore plus envie de nous questionner et d'appuyer pile là, là où ça fait mal. Alors que si on est là et qu'on montre direct ce qu'on a dans la main, bon bah voilà, on, on y met des mots dessus, puis les gens, bah oui, peut-être qu'ils auront des questions, mais ce sera pas bah qu'est-ce qu'elle fait quoi. Et ils le voient, voilà, c'est pas caché, donc moi c'est plus facile bah je dirais de désarmer, si on a peur de se faire attaquer en tout cas, mais ouais, ça empêche les personnes de nous attaquer justement sur ce point-là en disant bah t'as pas réussi. Bah oui, mais je l'ai expliqué en fait pourquoi. Je l'ai dit, même des fois je le dis en amont, ça marchera peut-être pas sur tout le monde, il y en a qui auront des réactions très différentes, et c'est OK en fait. Et bah d'ailleurs, c'est même quelque chose que je fais en thérapie, hein. J'ai toujours commencé en disant un peu, voilà, euh, il y a plein de manières de vivre l'hypnose. Il y a des personnes avec qui ça va très vite, d'autres personnes, ça va mettre un peu plus de temps. On se connaît pas, bah, je vais explorer avec vous. Il y a des choses qui vont marcher, qui vont pas marcher. Bah, on va voir ce qui fonctionne et puis on avisera en fonction. Et en fait, bah, dans ces cas-là, je sais pas, admettons, je fais les doigts collés et ça marche pas. Comme la personne, bah, en fait, je lui ai dit que bah oui, c'est normal, on explore, donc on sait pas ce qui va fonctionner. J'ai jamais eu de problème. Elle s'est pas dit, ah bah elle est nulle. Enfin, peut-être qu'elle se l'est dit, mais elle me l'a pas dit en tout cas. Euh, et en fait, moi, ça me permet de rebondir directement et je le prends pas personnellement. Et d'ailleurs, je leur dis à eux aussi, je dis, ça veut pas dire que si justement je teste quelque chose et que ça marche pas, ça veut pas dire que vous êtes pas capable. C'est juste que, bah voilà, il va falloir certainement passer par d'autres étapes avant, tester d'autres choses. Mais l'idée, c'est que ni moi ni la personne, déjà, on se sent en échec. Et chaque fois, essayer de rebondir sur ça, de voir ce qu'on peut apprendre de l'expérience bah, pour l'améliorer, pour l'enrichir et arriver à quelque chose qui convient mieux. Donc, ouais, ça fait un peu le lien après avec avec la thérapie, mais en tout cas, moi encore, je le dis, effectivement, il y a plein de fois, ça marche pas. J'ai l'impression de faire de la merde, j'ai l'impression que, bah voilà, hein, on se prend la petite gifle et puis, bah, on prend le temps qu'il faut pour s'en remettre. Et puis, moi, c'est quelque chose qui me passionne, donc c'est pas toujours facile, mais je veux pas lâcher, en fait. Là aussi, c'est un peu ma philosophie, c'est pas parce que c'est dur qu'il faut que j'abandonne. Ça n'empêche pas qu'il y a eu des gros coups de mou des fois dans ma pratique, mais à chaque fois, j'ai toujours ce truc, je veux pas lâcher, quoi. C'est trop important pour moi et ben, je prendrai le temps pour, voilà, continuer d'avancer.
Et ouais, je pense que ça va m'arriver encore quelques fois de me prendre quelques gifles et bah, c'est aussi là aussi, je pense, qui nous enfin, moi, ce qui me plaît, comme je disais, je pense que ça montre nos limites, ça montre là où on a des points à travailler et c'est ouais, j'aime bien. Moi, j'aime évoluer, j'aime, savoir qu'il y a des choses, que je fais qui sont pas bien ou que je peux améliorer et enfin, j'essaye en tout cas de garder le plus possible cet état d'esprit pour, bah, pour traverser un peu tous ces moments parfois un peu compliqués. Génial, merci beaucoup. Hem, Ça veut dire que, si je reformule un peu, si tu es, en soirée ou un cocktail ou, une situation, puis les gens savent que tu fais de l'hypnose et quelqu'un va te dire: «Ouais, tu veux bien me faire le truc comme à la télé?» Maintenant ta posture, si le cadre et le contexte le permettent, si la personne n'est pas trop alcoolisée, si toi non plus, si vous pouvez vous entendre, si tu sens qu'il y a quand même une envie, si la personne n'est pas là pour te mettre en échec, et encore que, ça peut même s'explorer. Du coup, tu peux mettre un cadre justement d'exploration, de dire: «Bah, oui, oui, avec plaisir, on peut tester» et je m'étais pas mal, j'ai vécu une expérience assez forte dans une formation avec Philippe Miras, allez, je la raconte en 2 secondes, on doit faire les paupières collées et donc on demande une métaphore pour coller les paupières et je travaille avec une dame qui s'appelle Myriam et du coup, elle me dit: «Bah, une vis» et donc on fait descendre la vis à 80 et puis quand je lui propose d'essayer de décoller les paupières, elle les rouvre hyper facilement. Alors, heureusement qu'il avait mis un cadre d'exploration. J'ai dit: «Bah, c'est bizarre 80 ça s'est rouvert facilement». Elle me dit: «Ah bah oui, pardon, j'avais pas compris, j'ai fait 20. Bon, bref, c'était un Ah peu ouais, compris à OK. l'envers. Du coup, je reteste à 50. Là, elle les rouvre, mais c'est un petit peu plus difficile quand même, donc c'est quand même plutôt bon signe, je la félicite et elle a coup de bol, sur la troisième séquence, je dis: «Bah, écoute, bah, maintenant vas-y à fond» et au moment où je dis ça, Myriam, elle fait «Pfff», puis la tête qui part et mais je dois la retenir. Bon, elle va pas tomber, mais elle rentre visiblement dans une hypnose profonde. Heu, je lui laisse quelques instants, je fais de mémoire des suggestions sympas pour qu'elle en profite pour apprendre tout ce qu'il y a de bon à apprendre. Et quand elle revient, elle est bluffée, elle me dit: «C'est incroyable, elle dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» et elle m'a dit: «Quand tu m'as dit: "Vas-y à fond", je me suis rendu compte que ma vie s'arrêtait pas là, mais qu'elle allait jusqu'aux hanches». Et ce qu'elle m'a dit aussi, c'est que, elle avait jamais réussi à rentrer en hypnose, et que donc elle pensait pas qu'on était capable et je crois qu'on a eu du bol, elle et moi, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis parti un peu en mode jeu, je fais l'exercice, je teste et puis par ce test-là, elle découvre qu'elle en a beaucoup plus à l'intérieur que ce qu'elle imagine d'elle-même. Bon, comme Philippe est dentiste et qu'il y a pas mal de dentistes, qu'elle était dentiste elle-même, après j'avais tous ses collègues dentistes qui voulaient absolument passer en exercice avec moi parce que j'étais celui qui avait réussi à hypnotiser Myriam. Hem, mais du coup, pour synthétiser, ce que tu dis, c'est qu'une approche de jeu, d'exploration sincère, moi ce que j'appelle le mode sans échec ou la stratégie Nelson Mandela, ceux qui me connaissent ou qui écoutent un peu mes podcasts, savent que ça revient souvent, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En l'occurrence, j'apprends à mieux vous connaître, mieux connaître comment vous fonctionnez. C'est, Bob Burns qui me demande à ses clients, quand ils viennent en cabinet, leur mode d'emploi. Mmh, Et mmh. les gens, ça les fait bugger. Je fais: «Bah oui, comment vous fonctionnez?» «Bah, j'ai pas de mode d'emploi, il est con lui». «Oui, bah, du coup, on va devoir explorer ensemble» et donc ça, à nouveau, c'est de nature à désamorcer la pression, les peurs qu'on pourrait se mettre et souvent, j'imagine que c'est ce que tu as vécu des milliers de fois, ben, les gens, ils savent s'endormir, ils savent rêver et quand tu entrouvres la porte de l'hypnose, ben, souvent ça part plus loin que ce qu'on aurait imaginé, et puis parfois non. Parfois il y aura des peurs, des résistances, de la vigilance, probablement pour de bonnes raisons, et en accueillant positivement, ça permet justement de pas se mettre en échec et ça je pense que c'est hyper chouette. Hem, j'ai vu que tu as mis une vidéo, d'un de tes derniers spectacles. Justement, je trouve que c'est un peu frustrant, il y a beaucoup, comme tu dis, de d'hypnotiseurs, de spectacles qui, présentent une approche bienveillante et éthique, qui mettent les personnes sur scène en valeur. Pour l'instant, à part Anthony Cools à Las Vegas, qui fait un spectacle sexuel, mais au moins c'est clairement affiché et qui fait ça avec une délicatesse, j'avais halluciné de se dire: «Putain, il fait faire des trucs sexuels aux gens sur scène, mais c'est clean, Ah c'est ouais, je bienveillant, connais c'est pas, bien ouais. foutu, c'est respectueux et c'est enrichissant pour les gens. Hem, moi, mon idée, c'est un peu, voilà, tu fais faire la poule, c'est pas très enthousiasmant, c'est pas très, empowering, ça donne pas beaucoup de puissance à la personne, mais si tu fais faire le lion ou la lionne, plus sympa, puis surtout si tu suggères que cette force que la personne cette confiance que la personne trouve dans l'hypnose, eh bien, elle pourra la retrouver dans des moments de vie où ce sera utile. Tu lui fais faire la planche, bon, on recommande de pas le faire, c'est pas très bon pour le dos, mais cette catalepsie, les gens découvrent qu'ils ont plus de force que ce qu'ils croyaient d'eux-mêmes. Toi, je sais pas si
encore une fois, je ne veux pas dévoiler, mais si tu veux bien nous dire, je sais pas, 1 ou 2 trucs que tu fais faire à tes participants, que tu trouves à la fois sympa pour le show, pour les gens qui sont dans le public et aussi, source d'enrichissement et de force et de confiance pour les participants. Bah, si tu veux nous donner 1 ou 2 exemples, qu'est-ce que tu fais? Avec plaisir. Bah, effectivement, alors, je disais, j'ai 2 spectacles. Alors, si je reste sur le premier il est, on va dire, un peu classique. C'est des phénomènes, vus et revus avec les amnésies, les choses comme ça. Mais toujours avec cette idée de: «OK, comment je peux rendre, ça utile?» parce que c'est pareil, oublier un prénom, quel est l'intérêt? Enfin, tu vois? À chaque fois, je me disais: «En fait, n'importe quel phénomène, en soi, ils servent à rien. Ça dépend après le sens qu'on leur donne». Et c'est là où mon spectacle, j'ai vraiment essayé de le construire de manière à ce que ce soit métaphorique, en fait, les phénomènes hypnotiques, et c'est là où ça me permet d'illustrer. Donc bah, tu vois, tu parlais de la poule, effectivement, en soi, ça sert à rien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je leur dis: «Vous allez prendre la peau d'un animal, n'importe lequel, celui que vous voulez, mais un animal, par contre, qui a une qualité ou vraiment une compétence, une ressource, peu importe, que, bah, que vous aimeriez vraiment expérimenter». Peu importe ce que c'est, peu importe l'animal, et je leur laisse le choix, en fait, de choisir lequel, bah, quel animal ils aimeraient vraiment, ressentir de l'intérieur, finalement. Et bah, en fait, déjà, c'est vrai que c'est assez marrant de voir, des fois, il y a des personnes qui choisissent un animal, on se dit: «Bah, tiens, pourquoi cet animal-là?» Mais pourquoi pas? Et justement, c'est là que c'est intéressant. Heu, Ça donne des anecdotes, en plus, assez amusantes. Par exemple, il y avait une personne, à un moment au spectacle, qui avait choisi, un oiseau. Alors, c'était une sorte d'aigle, vraiment quelque chose d'assez majestueux, qui prend de la hauteur et cetera. Elle imaginait être un aigle, mais à côté d'elle, il y avait une personne qui qui se prenait pour un tigre. Et j'avais pas pensé encore à ce moment-là, que tout le monde s'entendait. Et moi, j'aime bien dans le spectacle, après, je leur dis: «Voilà, je passe à côté de vous, vous poussez, le cri de votre animal, en fait, hein, vous poussez votre cri». Et donc bah, il y a l'oiseau qui pousse son cri et je passe à côté du tigre qui pousse son cri et du coup, qui comprend qu'il y a un oiseau à côté de lui et en fait, il veut se ruer sur c'était une femme, en plus, donc un homme sur une femme. J'ai dit: «Oh là 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 là!» Donc tout de suite, je dis: «Non, mais vous faites connaissance, tout va bien, vous êtes tous amis», donc ça donne, oui, des choses très, très curieuses. J'ai eu une personne aussi, bah, là, à ce moment-là, là, c'était aussi amusant, elle avait pris la peau d'un, caméléon et je la voyais, elle bougeait pas. Puis quand je passe vers elle, en lui disant, bah: «C'est le moment de pousser votre cri», je vois qu'elle sursaute. Bah, je me dis: «Tiens, bon, je vais la laisser». Je continue moi avec, les autres personnes et puis à la fin, je fais toujours un petit débriefing. Je leur dis: «Bah, alors, comment c'était? Qu'est-ce que vous aviez vécu?» et cetera, et je demande là à cette dame et elle me dit: «Mais moi, j'étais un caméléon». Je dis: «Ah, d'accord». Je dis: «Ah, c'est pour ça que vous bougiez pas?» Elle me dit: «Bah oui, moi je pensais être invisible, en fait», et quand je l'ai touchée, elle a pas compris comment c'était possible qu'on la voie, mais elle avait adoré de ressentir, voilà, le fait qu'on la voyait pas. Elle était persuadée, voilà, d'être, transparente. Donc ouais, en fait, ça change d'un coup le sens là bah, du phénomène que la personne est en train de vivre. Ça apporte quelque chose, et les personnes ont beaucoup moins l'impression d'être dans l'humiliation, en fait, dans ce moment-là. Bon, elles font quand même des choses, des fois, elles se disent: «Oh là là», mais elles ont quand même appris quelque chose de cette expérience. Donc ouais, tous les phénomènes là, pour ce spectacle-là, j'essaye vraiment de le rendre utile. Je les fais jouer avec leurs émotions, par exemple, et je leur montre qu'ils peuvent changer, qu'ils peuvent passer du rire aux larmes, à la peur, et montrer que ça peut être, finalement parfois assez rapide aussi de changer, de sortir d'une émotion. Donc ouais, j'essaie vraiment, là encore, d'amener la pédagogie, en fait, dans le spectacle. Et le deuxième spectacle, alors il y a quand même toujours un peu cette idée-là, mais pour le coup, c'est vraiment là, le spectacle en lui-même est une métaphore. C'est vraiment, je l'ai construit un peu comme un voyage initiatique, donc je leur fais expérimenter un peu, il y a plein de difficultés, en gros, et le but, c'est qu'ils atteignent une récompense à la fin. Donc c'est pareil, ce qui peut paraître, voilà, les difficultés, on pourrait dire: «Oh, c'est ridicule». Bah, en fait, non, ça a un sens parce qu'ils apprennent des choses et la finalité, c'est qu'après, ils décrochent quelque chose, quoi, qu'ils en ressortent, grandis, là aussi. Donc ouais, c'est plus dans ce sens-là, pour moi, j'essaye de rester bienveillante, et ouais, c'est comme je disais, je veux vraiment que ça reste une expérience, hem positive pour eux. Ils vont garder, enfin, je veux qu'ils gardent un bon souvenir, et autant les personnes sur scène que les personnes qui regardent. Et moi, j'ai toujours dit: «Je veux monter sur scène
et que les gens qui restent spectateurs, heu, soient déçus de pas être montés sur scène. Pour moi, si les gens, en fait, se disent ça, je me dis: «OK, bah, c'est que ça donnait envie, c'est que, voilà, il y avait pas d'humiliation comme on pourrait le parfois le percevoir». Donc ouais, c'est vraiment là aussi ce que j'essaie de garder le plus possible en tête. Après, bah, là aussi, on sait jamais comment les gens vont réagir, hein. Malgré tout ce qu'on peut faire, bah, des fois, peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent humiliées. J'ai pour l'instant, pas que je sache, eu de ce genre de retour, mais c'est vrai que je suis pas à l'abri qu'un jour une personne quand même, malgré tout ce que je peux faire, puisse se dire, «Bah, c'était pas cool», on sait pas, hein. Mais, mais globalement, ça se passe bien. Et puis comme je disais, c'est souvent les personnes, ça leur fait des expériences vraiment, transformatrices et ouais, il y a encore des personnes, qui m'en parlent, qui me disent que ça a changé leur vie, alors que pareil, des fois, c'était pas des choses incroyables non plus, hein, mais, suffisantes en tout cas pour avoir créé un vrai changement chez eux. Donc, pour ça que je trouve ça chouette et vraiment intéressant le spectacle à ce niveau-là, heu, tout ce qu'on peut faire et tout ce que ça peut apporter, ouais. C'est pour ça que j'essaie de les défendre. Et tu fais ça très bien. Merci beaucoup et à vrai dire, j'ai fait une petite moue quand tu as dit que tu disais que c'était pas impossible que des gens aient pu se sentir humiliés. J'ai l'impression qu'avec ta finesse et ton intention et ta manière de le faire, en tout cas tel que tu le décris, j'ai pas malheureusement pas encore pu assister à un de tes spectacles, mais j'espère que ça viendra bientôt. En plus, j'ai de la famille à Saint-Étienne, donc Eh beh, ça pourrait être oui, l'occasion pareil. de ma famille est originaire, puisque j'ai de la famille, ma famille est originaire de Saint-Étienne. Hem et j'ai été touché aussi par ce que tu disais. C'est vrai que, déjà si l'écrin, si le cadre, il est, destiné à faire passer ce message, je pense que tu rends quasiment impossible une humiliation Mmh. et même si les personnes peuvent se retrouver parfois à faire des choses, un peu bizarres ou qu'ils auraient pas imaginé faire ou qui auraient pu leur donner de la honte, quand c'est fait, je pense, avec bienveillance, quoi qu'il arrive, ça reste une expérience de dépassement de soi. Et à nouveau, si le je dirais, si le chemin général, il est dans la bienveillance, dans le partage et justement de promouvoir le fait de dire, voilà, vous aviez tout le monde, a des habitudes, des limitations, et n'exploite que peu finalement de l'ensemble des potentialités qu'on a et vous voyez, dans cette expérience, bah, vous avez été quelqu'un d'autre, vous avez fait des choses que vous ne croyiez pas possibles. Effectivement, c'est une super suggestion à faire, dire: «Pour le reste de la vie, vous n'imaginez même pas tout ce dont vous êtes capable», puisque là, vous avez découvert au cours d'un spectacle un peu fun, que vous étiez capable de bien plus que ce que vous croyiez. Magnifique, Mélinda, tu nous as déjà beaucoup offert, beaucoup donné, on se rapproche peut-être de la fin de l'enregistrement. Hem, je ne sais pas si jamais tu avais, un conseil, une idée, voilà, une proposition à apporter, soit peut-être à des gens qui ont envie ou qui sont en train de se former à l'hypnose, ou des gens qui sont de jeunes praticiens, ou même peut-être pour des personnes qui ont plus d'expérience, ce que tu aurais aimé entendre à tes débuts ou voilà, la scène t'est complètement ouverte, pour peut-être le mot de la fin. OK. Ouais, il y aurait plein de choses à dire, surtout à des débutants. Hem Ouais, quelque chose, bah, pour pareil, pour faire peut-être le lien avec tout ce qu'on a pu dire, hem, c'est vrai que j'ai tendance à dire que ce qui importe, c'est pas tant parfois la théorie, les connaissances qu'on a, mais ça va être vraiment la pratique. Là aussi, une petite anecdote comme ça rapide, à un moment, je faisais de l'hypnose de rue et il y a un jeune qui me voit faire, qui avait à peine lu, rapidement, vu quelques vidéos et qui voulait apprendre, en fait. Et en l'espace de quelques secondes, bah, il m'a vu faire, il s'est dit: «Je vais faire pareil». Et il a créé des états d'hypnose super forts avec déjà des hallucinations en l'espace de quelques secondes. J'aurais même pas tenté moi parfois de le faire et hem et en fait, il avait juste déjà la bonne attitude et je me suis dit: «Punaise, il fait pas vraiment de l'hypnose, ça marche quand même». Moi, je me casse le cul des fois à bien réfléchir, tout comment dire, tout et bah, c'est pas dit que ça marche et lui là, en 2 secondes, il y arrive et ça avait fait pareil un peu un gros déclic de me dire: «Bah, déjà, ouais, l'attitude est assez importante». Hem Et surtout, ouais, ça va être de s'entraîner, de pratiquer. Ça a pas besoin d'être parfait, en fait. Il y a beaucoup de praticiens que je vois qui qui sont pris dans et on l'a tous à un moment donné, je pense, où on veut, avoir plein de connaissances parce qu'on a l'impression, comme on l'a un peu dit, de pas en avoir assez et en fait, on s'interdit de pratiquer.
Parce qu'on se dit: «Ouais, mais je suis pas encore prête, j'en sais pas encore assez, il faut encore que je continue de me former» et il y a un peu après là ce schéma qui se dessine souvent où les personnes, rentrent dans un besoin de formation constant, où ils enchaînent les formations, mais ils mettent pas en pratique suffisamment aussi ce qu'ils apprennent et en fait ça presque ça sature. Moi je sais qu'il y a eu un moment, en tout cas de mon expérience, où pareil, hein, j'avais pris un peu enfin cet engrenage-là de me former beaucoup et en fait, trop de connaissances et ben je m'y perdais. Je savais plus trop quels outils, quand les utiliser, comment, pourquoi, parce que j'avais pas pris le temps, en fait, de pratiquer et heu et ouais, je pense que parfois, c'est pas tant une histoire de connaissances, ça va être beaucoup plus, ouais, notre attitude, notre pratique et surtout cette envie de juste s'améliorer, de tester, d'explorer. D Ça va demander beaucoup d'accepter que, bah, oui, il y aura plein d'imperfections, qu'il y aura des moments où on va tester des choses, ça marchera pas. Il y aura des personnes, qui seront pas satisfaites de nos services, ça fait partie un peu du packaging, mais faut qu'ils sachent que c'est OK, qu'on passe tous je pense que tu pourras corroborer là-dessus. Je pense qu'on est tous passés par ça, c'est OK, même si ça pique, hein, je vais pas mentir, hein, ça fait mal, mais c'est OK. Même les meilleurs, je pense, bah, passent par là et et ils sont pas différents, en fait, hein, après ça dépend, ouais, de leur motivation et leur envie de poursuivre, mais j'aurais envie de leur dire: «Lâchez pas si c'est vraiment quelque chose d'important». Il y a vraiment des phases qu'on retrouve assez systématiquement, je pense, dans les apprentissages et il y a des personnes qui se découragent peut-être trop vite des fois, alors que c'était, quelque chose qui leur tenait à cœur et ouais, en tout cas, c'est normal. C'est des processus et elles seront jamais prêtes réellement, donc lancez-vous, testez et puis faites-vous accompagner aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais la supervision, je pense, c'est aussi quelque chose d'important, parce que justement, on va découvrir que ce qu'on vit, c'est normal. Qu'il y a des choses, que tous les praticiens, expérimentent, on n'est pas bizarre, on n'est pas fou non plus, donc ça peut être aussi, quelque chose à avoir dans un coin de sa tête, de se dire: «Ça peut être pas mal de se faire superviser à un moment donné», il y a de plus en plus de personnes maintenant qui le proposent donc ouais, ça un peu plein de conseils en même temps et Ça me donne envie de reboucler, quand tu l'as dit tout à l'heure, j'ai eu l'idée, puis comme on a eu plein d'idées, voilà, l'esprit en arborescence, mais fait très bien, on fait comme des singes, on se ça rattrape aux paraît. branches, c'est nickel. Hem, j'ai l'impression que les gens retiennent beaucoup aussi le positif d'une certaine manière. En tout cas, je sais pas, tes expériences là, tu disais, quand, pour le match des Verts où ça a pas du tout bien marché. Bon, bah, oui, a priori, il y a des chances que ce soit pas des gens qui viennent te voir après en cabinet, encore Mmh. que on n'est pas à l'abri que tu puisses toucher une ou 2 personnes. Mais par contre, les expériences réussies, celles-là, les gens vont parler de toi. Je crois Mmh. qu'il y a des gens qui pratiquent notamment, je sais pas, des arrêts du tabac en groupe, souvent des trucs assez chers. Des retours que j'ai eus, plutôt négatifs, hein, sur la technique, bah, des gens qui avaient l'impression des clients qui avaient l'impression de ne pas avoir été en hypnose et cetera. Mais sur la stat, un peu comme dans le spectacle, si tu as 10 ou 20 des gens, qui étaient prêts ou qui sont des bons sujets hypnotiques, qui vont réussir à faire leur changement, même si ta proposition était nulle, médiocre, moyenne, ou passable, on va dire, ceux-là, ils vont parler de toi. Et Mmh. donc effectivement, ça milite, pour, effectivement une pratique, ne serait-ce que pour se faire connaître parce que voilà, tu fais de l'hypnose de rue, il y a des gens, ben, ils rentrent pas dans le truc, ils rentrent pas dans le truc. Si en plus tu l'enrobes ou tu l'accompagnes de manière plutôt positive, ça peut même être positif, mais au pire, voilà, il a pas aimé, ça s'est pas bien passé. Bon, un ennui serait peut-être, que ça pourrait lui fermer la porte de l'hypnose, mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. En revanche, sur la stat, les gens qui vont vivre une super expérience, même si ton approche ou ta proposition était techniquement, comme tu disais, comme ce jeune homme, heu, avec, un peu d'aplomb et puis parfois même en étant nul et en étant fébrile, il y a quand même des gens qui vont en faire un truc génial, et C'est voilà et donc s'il y a suffisamment de pratique, c'est aussi de nature, malgré un nombre important possible d'échecs, c'est quand même de nature, effectivement, à se faire connaître et à donner envie à un certain nombre de personnes de revenir nous voir et puis on n'est pas à l'abri aussi d'aider les gens à ce qu'ils changent leur vie, au détour d'un coin de rue, au détour d'un spectacle, dans une discussion de comptoir. Heu, parce que parfois il y a un mot qui vient résonner, et qui permet que les gens activent leur résilience ou leur richesse intérieure donc ouais, fonçons, hein. bah, tu vois, ça me fait peut-être rebondir sur 2 trucs. La première qui m'a énormément surprise, en faisant les spectacles, tu vois? Même mes prestations, j'allais dire, pas les pires, mais
des prestations que je jugerais moi moyennes, mais pour une personne lambda, ah, il y a mon chien qui s'invite. Salut. Pour une personne lambda, bah en fait, des fois, ça peut vraiment être impressionnant, hein, parce que des personnes, juste les mains qui se rapprochent, déjà, ça peut leur faire un truc de fou, hein. Donc moi, en tout cas, j'étais pas satisfaite. Et puis il y a eu des fois où, pareil, le contexte était peut-être pas incroyable, ou bon, je traînais un peu à faire les phénomènes parce que j'arrivais pas à avoir l'attention. Enfin bon. Et ben, j'ai eu des retours, même des fois d'autres demandes de spectacle, notamment un qui m'avait vu dans une discothèque. Et c'est très compliqué les boîtes de nuit parce que les gens sont un peu alcoolisés. Enfin, et pareil, ils veulent danser, ils ont peut-être pas forcément la tête à faire de l'hypnose. Et il y avait une personne dans le public qui m'a recontacté plus tard, qui m'a fait intervenir à La Plagne, donc dans la montagne loin de chez moi. J'étais, mais comment c'est possible? Enfin, alors que je crois que ouais, ce jour-là, j'étais restée 1 heure à essayer de faire un truc et j'avais réussi à faire une petite amnésie à quelqu'un et c'était pas fou, ça avait pas marché du premier coup en plus. Enfin, pour moi, c'était vraiment pas ouf comme prestation et ça avait suffi pour donner envie en tout cas à cette personne-là de me recontacter. Et pareil, des fois, il y a des spectacles où je me dis, pff, ça risque d'être compliqué et en fait, ça se passe super bien. Et à l'inverse, des fois où je me dis, ah, ça va être génial, là, il y a toutes les bonnes conditions qui sont cochées, ça devrait être top. Et en fait, je galère ou c'est pas des réactions aussi fortes peut-être que ce que j'aurais aimé. Donc, ouais, déjà, ça c'est pour dire, en fait, on sait jamais. Même ce qui paraît négatif, on sait pas. Et la deuxième chose, un peu en lien avec ça, là aussi qui m'a aidé à titre personnel, bah, quand j'avais mes angoisses, déjà, j'avais fait des séances d'hypnose et je disais ça m'a servi à rien en soi, mais en fait si, justement, parce que ça m'a encore plus motivée personnellement à dire, ok, en fait je l'ai pas vu comme c'est l'hypnotiseur qui est pas bon, par exemple, enfin, le raccourci qu'on pourrait faire, ou l'hypnose ça marche pas, mais je l'ai plutôt vu comme ok, il y a quelque chose d'autre qui coince et on n'a pas mis le doigt dessus. Et donc ça m'a encore plus donné envie d'explorer moi ce qui se cachait chez moi et voir ce qui coinçait. Et pareil, un peu similaire, j'avais fait une petite formation. Alors j'avais fait de l'hypnose de rue et une sorte hypnose classique. Ouais, c'était une formation hypnose classique. Et donc ça donnait un petit peu des outils. Bah pour le spectacle, parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi, où j'ai commencé à en faire, il y avait rien sur les spectacles. J'ai vraiment fait un peu à ma sauce, en piochant et en regardant, surtout encore une fois du côté des Américains. Bref, du coup, je fais une formation en hypnose classique et bon, sans trop en dire, j'étais pas très fan du formateur et je trouvais qu'il était peu éthique justement dans sa manière de faire. Et déjà, ça m'a fait dire, ok, déjà, je veux surtout pas faire ça. Voilà ce que je veux pas. Ça m'avait montré ça. Et en plus de ça, pendant la formation, j'avais eu l'impression d'avoir rien appris. Et ben, on pourrait dire, ok, bon, c'était nul. Et en fait, eh ben non, parce que je suis ressortie justement confiante, beaucoup plus confiante après la formation, parce que je me suis dit, ben, en fait, j'ai rien appris, donc c'est peut-être parce que j'ai déjà les outils pour. Et ben maintenant, c'est à moi de pratiquer, c'est à moi de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et pareil, ben, en fait, cette formation-là, c'est une de celles qui m'aura le plus marqué dans ce sens-là, quoi, parce qu'elle a été, elle a fait un vrai déclic aussi chez moi de me dire, OK, et c'est ce qui a fait d'ailleurs, tout de suite après, j'ai commencé à faire un spectacle. J'ai dit, je tente et je verrai bien, parce que voilà, je sais ce que je veux pas maintenant. Et a priori, bon, j'ai vu que je pouvais peut-être me dépatouiller avec ce que je connais. Et donc, ouais, c'est vraiment pour dire, je te rejoins. Pour moi, il y a pas d'échec. Il peut y avoir des mauvaises expériences, mais pour autant, on peut apprendre de ça. Et en tout cas, ça dépend de nous aussi, de ce qu'on en fait. Euh, Après, moi, je sais que j'ai beaucoup. Enfin, je pense que ça s'est peut-être compris et entendu dans mon discours. Moi, je sais pas que je recherche la difficulté. Si je peux l'éviter, ça me va aussi, hein. Mais j'ai appris à ne plus la fuir parce que je sais que j'ai à chaque fois pu transformer des choses chez moi vraiment de manière bien plus forte que quand tout va bien. Donc j'en ai pas peur. C'est quelque chose avec lequel je suis prête en tout cas à les accueillir d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est pareil, je trouve une philosophie que je trouve intéressante et que j'essaye là aussi de transmettre parce que bah, au moins on est moins déstabilisé quoi, par tout ça. Comme je disais, bah oui, on se prend des claques, mais bah, comme les sports de combat, ils s'entraînent à tomber, ils s'entraînent à recevoir les coups, ils s'entraînent à, voilà, bah, c'est ça, un peu à souffrir. Et du coup, bah, ils se relèvent et du coup, ils savent mieux réagir en temps voulu. Ben, c'est un peu ouais, ce que
pense, qui permet de poursuivre et de se relever, en fait, quand tout paraît un peu compliqué à ce moment-là. Donc, ouais, ça pour rebondir un peu sur sur tout ce qu'on a pu dire en plus et ce que tu disais là en dernier, voilà. Génial, merci du fond du cœur, Mélinda. C'était une vraie joie de t'accueillir. Je pense que j'ai déjà en tête plein de pépites, mais je suis sûr qu'à réécouter, j'en découvrirai d'autres. Bah, merci à toi. Donc je mettrai évidemment toutes les infos pour que les gens qui sont curieux de ton travail puissent te retrouver facilement. Heu et puis, bah, écoute, au plaisir de te retrouver, par ici, les Avec réseaux, les plaisir. spectacles, en J'attends le France, en tien, Navarre, à l'international. j'attends de Oui, voir oui, le j'en ai tien, un ouais. en gestation aussi. En tout cas, c'est des idées, voilà, des idées que je partage sur la vertu du spectacle et la possibilité de faire des spectacles, vraiment chouettes pour le public, mais aussi Mmh. vraiment chouettes pour les participants. Donc, Ouais, totalement. voilà. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté dans le podcast et tout ce que tu apportes en général Merci à et toi, puis à très bientôt et avec puis plaisir. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt.